Voilà, donc le débat est ouvert, la parole est à vous. Mais avant de vous passer la parole, je me permets de demander à notre conférencier d'élucider certains points qu'il a évoqués. Oui. Celui notamment relatif à la liquidation de Ben Ramadan, oui. Donc, qui était sur la base de l'exercice du pouvoir et pas pour autre chose. Ah oui, 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 non, mais voilà. ça c'est vraiment un enseignement qu'on doit tirer. Vous imaginez très très bien que écrire, c'est mon métier. Parler, c'est aussi mon métier, j'enseigne. Donc je connais le sens des mots et leur précision. Et moi, en tant que chercheur, j'ai mis du temps à arriver à cette distinction que je vous ai présentée cet après-midi, c'est-à-dire le fait que c'est pas la Soumam qui a été remise en cause, c'est l'exercice du pouvoir qui était en question. C'est pas les thèses de la Soumam. Et effectivement, il fallait éliminer quelqu'un qui avait porté le front, qui a fondé le front, parce que, je l'ai dit, et tous les mots que j'utilise devant vous, ce sont des mots qui sont pesés et qui ont du sens précis. Quand on vous posera des questions sur le FLN, le seul qui existe du point de vue de l'histoire, c'est celui qui a été fondé par Aben et validé par le Congrès de la Soumam. Bon, c'est ça. Et avant Aben, il y avait l'appel du 1er novembre. Sur Aben, je profite de ta question pour vous dire, qu'est-ce que Aben apporte? Comme je l'ai indiqué au début de mon intervention, il apporte une base sociale au Front de Libération Nationale. Il apporte un programme politique, il apporte des choix idéologiques nationaux au Front de Libération Nationale qui ne les avait pas. Donc, de ce point de vue-là, Aben est effectivement le fondateur du Front. Mais dans quelles conditions Aben a pu projeter tout cela? C'est pas sorti. Aben, mettez-vous ça en tête, et mettez-vous ça en tête définitivement. Il n'y a pas dans l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne, il n'y a pas de dirigeant qui a eu la lecture la plus intelligente, la plus fouillée et la plus politique de la proclamation du 1er novembre. Oui. Quand vous revenez, c'est vrai, malheureusement, c'est pour une proclamation qui a été brouillée par son usage, son utilisation, son instrumentalisation par les pouvoirs successifs en Algérie. Mais ce qui est important, c'est de revenir au texte, parce que le texte est là. Le texte est là. Et dans cette proclamation du 1er novembre, il est fait appel à tous les militants politiques, quelle que soit leur identité partisane, c'est-à-dire les mouvements politiques auxquels ils appartenaient, sur la condition de l'acceptation du principe posé par la proclamation du recours à la résistance armée contre l'ordre colonial. Ben, il a appliqué ça, du point de vue de la forme et du point de vue du contenu, très rapidement, dès le temps qu'il est à Alger, Aben prend des contacts avec Abbès notamment. Oui. Et Abbès, il faut le dire, Abbès n'a exprimé aucune réticence à la sollicitation de Aben Hamda. Bien au contraire, il lui dit, je suis à ta disposition. Et Aben lui a dit, aujourd'hui on n'a pas besoin de toi, on a besoin de ton soutien logistique, on a besoin des médicaments, on a besoin d'argent, on a besoin d'équipement. C'est ça le temps boulot d'aujourd'hui. Et le temps venu, tu feras état de ton ralliement. Les discussions avec les éléments étaient beaucoup plus compliquées. Pourquoi? Parce que quand les représentants d'Aben ont pris contact avec Kheldin, qui était le président par intérim des ulémas, Kheldin a fait une réponse qui a été rapportée par l'historien Mohamed Habib, textuellement, je veux dire, qui n'a jamais été démenti par personne. Kheldin, directeur Habib dit, pourquoi monsieur d'aller à faire autre. Les centralistes n'avaient pas besoin de discuter. Moi, j'ai eu le privilège d'un entretien avec le président Belkhada, il y a de cela une vingtaine d'années, sur les positions des centralistes par rapport à la guerre d'indépendance. Les centralistes, vous devez le savoir, au lendemain du 1er novembre, comme les autorités françaises suspectaient l'UMTLD, mais n'avaient pas d'informations parce que les gens qui ont lancé l'insurrection ont eu une protection exceptionnelle
Il n'y a aucune institution française, aucun service français, aucun appareil français qui était au courant du déclenchement de l'insurrection. Quand il dit Jean Rougeau, par la suite j'étais au courant, j'avais des informateurs, personne ne savait rien. Pour eux, c'était le MTLD. La France décide de dissoudre le MTLD et procède à l'arrestation de la plupart des dirigeants, notamment des centralistes, parce qu'ils étaient les plus en vue. Ils se sont tous retrouvés en prison. Et par la suite, Jacques Sustel est venu avec des Vincent Monteil, Germain Dion, on lui dit non, ça c'est des nationalistes modéristes, c'est avec eux qu'il faut parler, il faut les libérer. Tous les dirigeants du centraliste, Ben Khaddam a dit, à la date de décembre 1955, un an après l'insurrection, début de l'insurrection, tous les dirigeants du centraliste étaient structurés dans les rangs du FLN. Donc en fait, Abel, c'était un peu sa famille politique qui n'avait pas à négocier. Avec les communistes, ça a été un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'avec les communistes, il y avait le contentieux depuis 1945. Il ne faut pas oublier que les communistes algériens ont condamné et ont impunément. Ils ont traité les militants du PPLM, qui n'existait pas encore, d'hitléro-fascisme. Et je vous garantis jusqu'à aujourd'hui, 2018, les gens, l'ADN des gens qui se réclament du nationalisme est toujours marqué par cette séquence de 1945. Bon, ça a été compliqué parce que, la position des communistes algériens était un peu ambiguë. Ensuite, finalement, quand ils ont vu que il y a un processus insurrectionnel qui était en guerre, et le maquis était en guerre et tout, ils décident de créer des maquis communistes. Et leur ralliement était compliqué. Pour être comme des exhaustifs sur ça. Quand l'accord était parvenu, quand le Abel a convaincu notamment Saad Khajalas de la nécessité de dissoudre les combattants de la liberté et de dire s'ils veulent intégrer, ils intègrent la FNL à titre individuel. Pas en tant que parti ni de groupe armé, à titre individuel. Et effectivement, beaucoup de communistes qui avaient pris les armes avaient intégré la LN. Certains d'entre eux ont été des officiers importants dans cette région, notamment dans la wilaya 4. Mais d'autres, une fois arrivés dans les maquis de la LN, ont été exécutés. C'est l'exemple notamment d'un grand avocat de Batna, Maître Lamarani, militant communiste, dirigeant communiste, qui rejoint le maquis et dès son arrivée, il est exécuté par les éléments de la LN. Cette histoire est tragique, mais c'est cela. Donc, pour revenir à Abel, c'est quelqu'un qui lit, mais il n'est pas, c'est pas une lecture superficielle. Il lit en tirant ce qui est décisif. C'est quoi le front? Il faut le construire. Le front n'existait pas au 1er novembre. Abel s'attache à la construction du front. Il s'attache à donner une base sociale à ce front qu'il va construire sur le plan programmatique, sur le plan politique, en intégrant toutes les sensibilités qui existaient dans le mouvement national algérien. Et en élargissant la base sociale du FNL. Il y a un avant et un après travail de Abel sur le Front de Libération Nationale. Quant aux conditions de son exécution, parce que je dis toujours la même chose. La question n'est pas neuve. Elle est débattue depuis qu'on débat en Algérie ou à l'extérieur, notamment en France, de l'histoire de la guerre d'indépendance. Je rappelle simplement cette question posée à Mohamed Habib, historien éminent, et en même temps, ancien militant, ancien dirigeant de la Fédération de France du FLN. Il est interrogé sur l'exécution de Abel. Habib fait cette réponse-là, qui n'a jamais été réellement contestée. Abel dit jamais, jamais Abel n'aurait été exécuté sans l'aval des chefs kabyles. Les chefs kabyles, c'est Karim, c'est Ouamaran, c'est Amirouch. Bon. Je vais, parce que là, je suis en famille, je vais parler très franchement, y compris sur des... Moi, j'ai posé la question, parce qu'il n'y a pas que cet aspect-là. Je crois que je t'en ai parlé un peu. J'ai rencontré des moujahidines qui m'ont dit, en 1956, pendant la tenue du congrès, Amirouch a vu Karim Galo Cheikh Sidada, j'ai demandé à des anciens moujahidines que moi, on me dit ça, effectivement, ça c'est dit. Alors, je ne peux pas dire, je parle sous réserve parce qu'il n'y a pas de documents, de petites preuves là, mais vous dire cela. Maintenant, sur Abel, je le dis parce que c'est très important de le dire. Il faut arrêter de fixer le destin tragique de Abel à sa seule disparition. Abel est vivant dans notre mémoire parce que sans son travail, vous ne serez pas là et je ne serai pas là en face de vous. Non, je dis plus que ça.
Je dis plus que ça. Qui a décidé, qui a pris cette décision? Le CCE dont je vous ai parlé se compose de 9 membres. Sur les 9 membres, il y a 5 chefs militaires. Ces 5 chefs militaires se réunissent. En 2008 ou en 2009, je ne sais pas quoi, il y a un papier mettant en cause Abdallah Bontobel dans l'assassinat de Ahmed. Et pour une fois, Abdallah Bontobel, qui est un taiseux, on ne parle pas. Abdallah Bontobel envoie une mise au point. Il faut la retrouver dans la presse, dans le Watan. Il dit, nous effectivement, les chefs militaires qui se sont réunis ont étudié le cas Ahmed. Pour ma part, bon, ils ont dit on ne peut pas mettre Ahmed en prison en Tunisie. C'est impossible parce que en Tunisie, avec les Tunisiens, c'est pas possible. Et il ajoute, moi pour ma part, à Bontobel, je suis opposé à la mise à mort de Ahmed Hamdan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mise à mort d'Ahmed a été effectivement discutée par les chefs militaires. Ça veut dire qu'elle a été... Bon, personne n'est venu par la suite. Bon, Karim Belkacem, bon, bien sûr, Karim Belkacem, dans une déclaration, pardon, dans une déclaration qui est rapportée dans les archives de la Révolution présentée par Mohamed Harbi, dit comment voulez-vous que je condamne à mort ou que j'ordonne la mort de quelqu'un que j'ai recruté pour le FLN. Voilà, mais ce que je voulais dire, c'est la chose suivante. Dans quelles conditions Ahmed Hamdan se rend-il au Maroc? Parce qu'il est convoqué par la direction du front, du CCE. On lui dit, nous avons un problème avec le roi du Maroc, ta mission, c'est aller régler ce problème. Ce qu'il faut dire, et ce qu'il faut que nous retenions aujourd'hui en 2018, c'est le sens élevé de la discipline militante d'Ahmed. Quelqu'un qui a été mis à l'écart, qui a été mis marginalisé, qui a été minorisé, ce sens de la discipline, personne ne lui rend hommage. Moi j'ai rendu hommage à Ahmed parce qu'il le méritait. Il a ce sens élevé, quelle que soit sa position à l'intérieur du FLN. Ahmed Hamdan, le FLN lui dit on a besoin de toi, là il y va. Il ne savait pas qu'il partit même à la rencontre de son destin, mais il y est allé par un sens élevé. Donc il ne faut pas figer à peine dans les conditions tragiques. Je rappelais tout à l'heure à quelques amis que ce n'est pas la première exécution à l'intérieur du FLN. Il faut le savoir. Il y en a eu malheureusement beaucoup avant et surtout beaucoup d'autres après. Juste pour élargir notre réflexion sur les drames intérieurs à l'ALN et au FLN. On est au 2055, j'ai eu l'occasion de vous en parler. Et l'un des dirigeants les plus importants de l'offensive du 2055, c'est celui qui a dirigé les plus importantes offensives qui ont visé Skikda. Il s'appelle Smaïl Zird. PPA OS, il y a eu l'Allemagne, ancien boxeur et tout. Et le 1er novembre 1955, dans la région d'Emilia, il y a une réunion des dirigeants de la zone 2. Ziroud, Benaouda, Bontobel, Karlava, c'est bon, ils sont là. Et naturellement, le dirigeant vient, il assiste, il arrive à la réunion avec deux de ses compagnons, deux Constantine, qui eux ont dirigé l'offensive sur Guelma. C'est Bakhosh ou c'est Zabi. Ils arrivent à Emilia, ils sont garantés et exécutés, sans procès. Le premier assassinat politique à l'intérieur du FLN, c'est le 1er novembre, et la date est symbolique, c'est le 1er novembre 1955. Ça fait partie, si on veut, de notre tragédie. Effectivement, c'est une guerre sans pitié. Effectivement, il y a eu des puissants de pouvoir. Effectivement. Mais je vais préciser une question. Attends, qui est-ce qui va poser? Pourquoi c'est toi qui me poses la question. Pourquoi Abbas a été désigné comme président du GPR? Je vous laisse le soin de la poser. Ah, quelqu'un a posé cette question? Pas encore. La parole, François. La parole est à vous, et je tiens à vous le dire. C'est vous qui m'apprenez des choses et c'est vous qui me faites plaisir. Posez toutes les questions. Mais je la pose quand même. Oui, tu peux la poser, mais franchement, posez toutes les questions parce que bon, c'est une belle occasion pour qu'on débatte ensemble. Bon, que ce soit sur le GPRA ou sur d'autres aspects de notre guerre d'indépendance, allez-y très franchement. Les seules questions auxquelles je ne répondrai pas ici pour des raisons que vous comprendrez, c'est sur le Mouloudia olympique de Constantine. Je ne répondrai pas.
Poser des questions. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on fait du micro. Voilà. Contre la parole des tabous. Donner le micro. On va vous donner le micro. Alors, كما راك تحكي في زورغانيزاسيون هادو كما نسمعهم Ton micro ne هذا fonctionne باب pas. فورماسيون هذا باب Ah, vas-y. Alors, كما يحكيو سي دي زورغانيزاسيون تيروريست هادو اللي داروا الكرا كاع كما دونك حنا رانا مواطنين كاع أنا دونك هكذا فهمت انا كمواطن فهمت هكذا دي زورغانيزاسيون اللي راك تحكي عليهم كاع سي دي زورغانيزاسيون تيروريست اوكي قلت له علاش راك هذا يعطي من بديت الصباح من الاخرين السوريين الاخرين هكذا يحكي جامي قال واحد قلت غير الجزائر بصح الجزائر اسكو امازيغيه نضحوا على امازيغ ولا لا الجزائر هذه عربيه مسلمه اذا عربيه مسلمه انا اترك صح 100% راني متاكد بلي سي دي زورغانيزاسيون تيروريست Je vais te... Est-ce que je peux dire un mot là? Attends, non. Je vais te mettre à l'aise, camarade. أنا نتكلم معك للأسف الشديد ما نجمش نقدر نتكلم معك لا بالشوية لا بالقبيلية. داكور. أنا الأصل نتاعي عربي إسلامي. بصح أنا دافعت عن الحرية الديمقراطية فربما معك ممكن قبلك وممكن بعدك بربي إن شاء الله. Pour moi, effectivement, la question pendant la guerre d'indépendance, est-ce que la question de la majorité se posait? Non. Les gens, l'ADN, est-ce que bon, la question est très simple. Tu es un jeune Algérien, je te pose la question et tu me réponds. À ton avis, Krim, il a pris les armes au nom de la Kabylie, il a pris les armes au nom de l'Algérie. Au nom de l'Algérie. Je lui dis, نقدسوا كريم القاسم، ماشي نتاعكم ولا نتاع هذا. كريم القاسم نتاع كل الجزائريين. كل الجزائريين يحترموا نفوسهم. Il y a une statue de crime dans toutes les grandes villes d'Algérie. Parce que donc la question de la majorité, c'est pour moi une question légitime. Elle s'est posée dans les conditions de la mise en place d'un régime autoritaire depuis l'indépendance. Effectivement, nos amis, et j'ai des amis que tu connais, peut-être que tu connais de nom, mais moi, c'était des amis très proches, qui ont été réprimés, qui ont été arrêtés, qui ont été mis en prison, qui ont été torturés pour la question de la majorité. Cher ami, juste pour tes oreilles personnelles, comme les camarades qui sont sortis en avril 98, j'étais assistant à Constantine, j'ai dit, et je le redis, que tu m'as dit je suis avec les homosexuels, c'est s'ils sont manifestés. Et je ne changerai pas de cette position. Voilà. Moi, vous avez fait un constat un peu de la révolution. Le constat, on le sait, plus ou moins, mais quelles seront les solutions du futur, tirées des erreurs du passé. On a un. Deux, la France n'a jamais reconnu la guerre d'Algérie. Vous le savez mieux que moi. Il y a eu ce qu'il y a eu. Des erreurs de la Révolution, on est comme toutes les guerres. Mais quelles sont les leçons qu'on devrait tirer de ces erreurs pour aujourd'hui et le futur de nos enfants? Article 1. Les premières négociations qui ont été annoncées par le général de Gaulle et par Abbas à Melun, qui ont été révélées de la main. Deux, les deuxièmes négociations d'Évian, dans lequel
ont été traités par la force qui a primé le droit et que les accords d'Évian n'ont pas été sanctionnés par un traité de paix. Ça veut dire quoi? 3. Pourquoi de ces erreurs, on n'a pas dit la vérité au peuple algérien, que la révolution n'a pas été faite au nom d'X ou d'Y et pour le pouvoir. Elle a été faite pour que nos enfants demain ما يدرسوش في البحر باش نروح نشري الحوت من منصوريا avec une Mercedes qui coûte 1 milliard sans phare. La honte. D'accord? Oui. Sur ce, Achille, quelles sont les leçons qu'on a tirées aujourd'hui pour nos enfants du futur? أنا مستعد نرد على كل الأسئلة. Je répondrai à toutes vos questions, mon ami, mon frère. Alors aujourd'hui, si les erreurs du passé, qui nous coûtent très cher aujourd'hui à nos enfants, et qu'on ferme les yeux devant la médiocrité matérielle, et que nos enfants prennent de l'âge, je n'en suis pas fier. Sur ce, je vous remercie. Merci. Je réponds rapidement à notre ami sur la question des négociations. D'accord? Je vous écoute. En 1954, donc, au déclenchement de l'insurrection, il y avait un chef du gouvernement en France qui s'appelait Pierre Mendès France. Je sais, c'est celui qui a réglé les affaires. Vous le savez. Je vous rappelle simplement, je sais que vous le savez. Est-ce que vous savez que très rapidement, Pierre Mendès France a envoyé un émissaire auprès d'Abdel Abdel et de Bagdad? Oui. Donc, les premiers contacts, ça c'est important de le savoir. La question, parce qu'elle est contenue dans la proclamation du 1er novembre, mais le gouvernement. Il y a le problème de Diabia. Il y a eu le 1955 qui a eu une conséquence politique importante, c'est-à-dire le renversement du gouvernement d'Edgar Faure, les élections de janvier 1956 et l'arrivée au pouvoir d'un front républicain dirigé par la SFIO et par Guy Mollet. Guy Mollet va envoyer son directeur de cabinet Cummins au contact avec le Front de Libération Nationale. Donc, les contacts entre le Front et le gouvernement français se sont démultipliés de manière plus ou moins publique et surtout plus ou moins secrète. Mais pour revenir à votre observation, effectivement, en juin 1960, si ma mémoire ne me prend pas, le 10 juin 1960, le général de Gaulle, dans une déclaration publique, lance un appel à ce qu'il appelle, lui, l'organisation extérieure de la rébellion, pour un contact. Et effectivement, le 20 juin, le GPRA donne son accord, et le 25 juin, il y a une délégation composée de Mohamed Sdir Ben Yahya et d'Ahmed Boumzela, représentant le GPRA qui se rendent à Melun. Oui. Et vous savez, l'épisode de Melun est un épisode important parce que, en fait, on a enfermé les délégués du GPRA sans contact ni avec la presse, ni avec... Bon, donc en fait, Melun a échoué. Mais il n'y a pas que cela. Non, elle n'a pas échoué. Il n'y a pas que cela. Non, Melun, du point de vue du GPRA, parce qu'il y a eu des déclarations, ça a été un échec. C'était une carte blanche. Bon, oui. Mais il n'y a pas que ça. À la même date, oui, le général de Gaulle reçoit chez lui, à l'Élysée, le colonel Sissala, chef de la wilaya 4. Il y a des textes sur ça. S'il vous plaît, madame. Je vous en prie. Tout en ignorant un chef de gouvernement du GPRA qui a été reconnu par les contacts militaires à droite à gauche pour... le colonel Sissala n'est pas parti au nom du GPRA. Eh ben, c'est grave. Non, il n'est pas là, il est parti à titre personnel, parce que à cette époque-là, rappelons, je l'ai dit tout à l'heure, le général de Gaulle, sa stratégie, comme il le dit lui-même, parce que il y a des témoignages, il y a des écrits et tout, c'est, comment dire,
casser l'emprise du FLN sur l'opinion algérienne. Et donc tout est bon, et notamment casser l'unité de la LN. Bon, parce que c'était ça aussi l'objectif. Donc, pour revenir à la stratégie de négociation, elle est décrite de manière détaillée dans le modeste ouvrage que je vous propose aujourd'hui. Donc, il y a eu d'abord, bon, il y a eu le rôle des diplomates algériens, et notamment d'un diplomate algérien qui s'appelle Taïb Al-Haroub, qui avait des amitiés en Suisse, qui a eu contact avec des avocats suisses et un membre important du gouvernement suisse, qui a été à la base de la reprise des contacts, d'abord à Lucerne, ensuite les négociations les plus importantes entre le GPRA et le gouvernement français se sont déroulées non pas à Évian, mais aux Rousses. Les négociations des Rousses, donc on est en février 1962, aboutissent quasiment au terme des accords qui allaient être signés à Évian un mois plus tard. Fin février, le GPRA tient une réunion, le CNRA, pardon, tient une réunion à Tripoli, et le contenu des accords de Rousse est soumis au vote du CNRA. Sur l'ensemble des membres du CNRA présents, seuls les représentants de l'état-major votent contre le contenu des élections, et là c'est important juste pour l'anecdote. Quelqu'un pose la question au commandant Slimane, membre de l'état-major, et il lui dit, bon, pourquoi vous votez contre les accords donc? Il dit, non, on vote contre et après on verra. Bon, pour vous dire, bien sûr, parce que l'état-major à cette époque-là, Boumediene était dans une stratégie de confrontation avec le GPRA et de prise de pouvoir, dès cette période-là. Donc, voilà maintenant les... Est-ce que nous avons tiré des enseignements? Attendez, je vous arrive. Comment voulez-vous, Aziz, comment voulez-vous qu'on tire quoi que ce soit comme enseignement d'une histoire qui est interdite aux Algériens? Non. Donc, je vous dis une chose, quitte à paraître prétentieux. Je suis probablement l'un des rares universitaires ou historiens algériens qui peut tenir ce langage dans son pays. Et je vous dis pourquoi. Et je reviens à la question de mon ami tout à l'heure. Parce que, cher ami, moi je suis un militant, là je suis un universitaire, je suis un historien. Mais en tant que citoyen, moi je suis un militant des libertés démocratiques, j'ai été arrêté, j'ai été torturé, j'ai été mis en prison. Arrêté, torturé et mis en prison à Tizi Ouzou. Et j'ai terminé ma carrière militante dans un corps disciplinaire de l'armée. Donc je sais ce que c'est les libertés. Et je suis comme vous. Je suis là parce que tout ce qui peut renforcer le lien national est décisif. Et on ne renforce pas le lien national en méconnaissant notre histoire. Moi, c'est une modeste contribution à la connaissance de notre histoire. Et toutes les contributions, d'où qu'elles viennent, qui nous permettent de mieux connaître notre histoire, permettent de renforcer le lien national qui mène que le Kafouya. Mais le sens est le même. Voilà. كي قلت كثر معنا كنت في عمر 10 سنين حكوني بالماء Mais je te fais ونحكوا مازال aucun reproche عندي زرع مشاهد بابا معطوب بحر وعند بوه في استقلال عند بوه لا مش استقلال bien au contraire, ce que je suis en train de dire, je ne te le dis pas simplement à toi, je le dis à tous les... Ouais, j'aime là. جبني هنا نكتب هنا جبني لم الوطن تاعي نتاعك ونتاعي. C'est pour ça que je dis حنا عندنا في خصومتنا même ما تعرفش تحب تجي بابيك تجي للدار يا خويا. عندنا قطر سيدي راس الناس الكل تسمع بها. لو كرون بون دو بيير اي تو مي تحت القنطره كيما حنا في خصومتنا نقولوا الميستا اللي يشربوا اللي يدرحوا اللي كل شيء. أنا نقول لك كل غدوة يعيطوا لي نتاع المستقبل نهضر مع التاريخ والله نهضر مع التاريخ. Donc c'est important. أنا je suis bon. Là je fais mon boulot d'universitaire, d'historien. Pour donner, je ne dis pas que je sais tout, que je comprends tout, que j'analyse tout. Mais ça c'est un moment clé de notre histoire. Voilà. Et
كن مهني على بالك انت انا عاونك عندي شغل قرا ولا رفع عليا وندير لي سؤال بعدين انا يعني راني معاك شوف tu as l'âge d'être mon fils et je suis fier d'avoir un fils comme toi. Voilà. تفضل تفضل. Salam alaikum. D'abord, pour vous remercier d'avoir répondu à l'invitation du Café littéraire de France. Moi, je voudrais juste vous poser une question. Pourquoi JPRA n'a pas survécu à l'indépendance d'Algérie? Merci. Merci. Je vous en fait, depuis le temps que j'attendais ta question sur la crise. Autrement dit, la crise de l'été 62. Hein? On va revenir à la crise. Je vous ai parlé rapidement du CNRA de janvier 60. Il y a deux décisions importantes. Outre la formation de nouveaux GPRA sous la direction de Farah Diabès, il y a eu la création du CIG. Le CIG est le comité interministériel de guerre et formellement l'instance qui dirige toute l'armée algérienne en guerre. Et le CIG décide de créer un état-major général de l'armée. Parce qu'avant, il y avait un état-major de l'Est et un état-major de l'Ouest que se partageaient Mohamed Saïd et Houari Boumdine. Et le CIG décide de désigner Boumdine comme responsable de l'état-major. Très vite, Boumdine va exprimer l'ambition d'être intégré au CIG. Et Bontobal fait cette réponse qui est rapportée dans des témoignages écrits. Bontobal dit, j'explique à Boumdine que lui était militaire et qu'il était sous l'autorité du pouvoir politique. Nous sommes des politiques. Nous dirigeons la lutte. Nous définissons les objectifs. Lui, toi tu es militaire, tu obéis à nos instructions et à nos ordres. Pardon. Et donc, dès le départ, Boumdine voulait rentrer dans le cœur de la décision politique. Mais il était clair que Boumdine ne pouvait pas accéder au CIG. La première cible de Boumdine, c'était le CIG. Réduire le CIG, casser le CIG et renforcer les moyens de contrôle du pouvoir. Les moyens de contrôle du pouvoir, c'est une armée de métier. L'armée des frontières, sous l'autorité notamment de l'EMG, c'est 30 000 hommes à la frontière tunisienne et 10 000 hommes à la frontière marocaine. C'est une armée de métier. Il faut avoir cette idée. C'est une armée de métier. C'est pas comme l'ALN. L'ALN, ce sont des militants qui d'abord sont montés dans les maquis et ensuite qui ont été organisés après la conquête d'Assoumam avec une direction, un commandant de wilaya, des commandants, chacun dans sa spécialité. L'armée des frontières, c'est une armée de métier formée et encadrée par des officiers algériens, déserteurs de l'armée française. Donc c'est des gens qui sont formés au métier des armes. Et le rapport de force, il faut voir, il faut revenir aux données, il y avait combien de militants en armes, ou de journaux d'officiers en armes, dans les rangs de l'ALN à la veille de l'indépendance. Il y avait combien d'hommes en armes dans le cadre de l'armée de frontières. Le rapport de force est écrasant. Il y avait plus d'hommes en armes aux frontières que dans les maquis, parce qu'il y a eu des offensives qui ont fait beaucoup de mal à l'ALN. Donc, au départ, la question qui se posait, très rapidement, quand les négociations avec leur complexité ont avancé, la question de l'indépendance pour maintenant s'imposer comme dans une perspective relativement proche, autant aux dirigeants français qu'aux dirigeants algériens. Et se poser la question, comment diriger, quel type de direction pour l'Algérie de l'indépendance. Et là, il y a Boumdine, lui, se projette déjà, parce que lui, il sait qu'il a l'instrument du pouvoir, l'armée. Il se projette déjà dans l'exercice du pouvoir. Simplement, lui, il ne représentait rien aux yeux des Algériens. Il n'avait aucune légitimité. Ni c'est un militant PPM-TD, ni c'est un mudahudmiste, ni c'est un centraliste, ni c'est un ODEMA. C'est un jeune étudiant qui s'est infiltré dans les rangs du FNL et de l'ALN. Il lui fallait une couverture politique pour la prise du pouvoir clairement. Et il envoie un émissaire que vous connaissez parce que vous le rencontrez régulièrement, mais vous en particulier. Bon, il lui envoie un émissaire qui est un jeune officier qui travaillait auprès de Boumdine. Il l'envoie aux détenus, et notamment à Mohamed Boudiaf, en lui disant, voilà, le pays va être indépendant, il a besoin d'un chef légitime, Nzahoua.
Boudieff envoie l'émissaire en disant on va dire à celui qui t'envoie, vous êtes des criminels. Alors que nous sommes encore sous la dépendance française. Donc Boumediene renvoie le même émissaire auprès de Bembella. Pour reprendre un exemple populaire, Meboula ou Gelra Zaharti. Voilà. Bembella n'attendait que ça. Parce que dans sa tête, et Bembella est sous réserve de recherche, d'inventaire. Il est au moins soutenu par le colonel Jamel Abdel Nasser, même Fertes. D'autres disent qu'en douce, la France aussi pousse la candidature de Bembella à la tête de l'État algérien, mais ça fait partie des chantiers d'histoire qu'éventuellement, quand on aura accès aux archives, on pourra en parler. Voilà comment se posent les questions. En 1962, à la veille du référendum, on est déjà dans une bataille pour le pouvoir. Donc, elle a été explosive, cette bataille pour le pouvoir. Donc, du point de vue des dispositions des accords d'Évian, l'armée des frontières n'était pas autorisée à rentrer en Algérie avant le référendum portant sur l'indépendance. Mais dès les accords d'Évian, Boumediene fait rentrer ses troupes en Algérie, notamment, il les concentre dans la région de Boussaïda, dans la perspective d'attaquer Alger. Clairement. Donc, il y a eu, dans cette période-là dramatique, en août 1962, il y a eu des confrontations armées entre l'armée des frontières et la LN, notamment dans la région du centre, du côté de la Floune. Bon, il y a des chiffres qui circulent. Bon, on parle entre 500 et 1000 morts dans les rangs de la LN. Entre 500 et 1000 morts, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, juste pour... j'ai été interrogé par un grand patron de la presse française, dans le cadre d'un documentaire qu'il avait consacré à l'Algérie, l'Algérie à la perte du pouvoir. Il m'interroge précisément sur cette question. Il me dit, Monsieur Mendes, c'est la crise de l'été 62. J'ai dit, écoutez, monsieur, l'armée des frontières a achevé le travail que l'armée française n'avait pas terminé. C'est exactement ce qui s'était passé. Donc maintenant, quel est le fou? Et là, c'est la question que mon ami Fatih m'a posée avec insistance, à laquelle j'ai répondu. Mais comme il ne le redit pas maintenant, je lui redonne la réponse publiquement. La question qui se pose en cet été 62, c'est la question du pouvoir, uniquement du pouvoir. Mais quel type de pouvoir et au nom de qui? On a affaire à deux conceptions ou deux fondements sur le plan social de la prise du pouvoir. Qui est Boumediene? Et au nom de qui il veut prendre le pouvoir? On ne parle pas du peuple, on parle d'une manière très précise des origines sociales des uns et des autres, des projections des uns et des autres sur l'avenir de l'Algérie. Boumediene est un migrant. C'est un fils de la paysannerie pauvre, de la paysannerie solitaire, contrainte à l'émigration, originaire du Nord constantinois. Il se retrouve, sa famille se trouve déportée jusqu'à la région de Kelma, où il naît, à Héliopolis. Et lui, son empreinte sociale, son enracinement social, c'est cette paysannerie pauvre. Du point de vue de Boumediene, il fallait prendre le pouvoir. Parce que c'est cette paysannerie qui a été spoliée, qui a été humiliée, qui a subi le plus que toutes les autres régions et toutes les catégories sociales d'Algérie, le poids de la colonisation. Donc, l'indépendance devait être la pleine réhabilitation des droits de la paysannerie pauvre. C'est au nom de cette paysannerie pauvre qu'il se lance dans cette guerre de prise de pouvoir. Mais là, lui, c'est pas un rural, c'est urbain, c'est un frontalier. On sait qu'il a des origines marocaines, mais ce n'est pas le problème, il s'est engagé dans les rangs du nationalisme algérien. C'est un plébéien. C'est un plébéien. Bembella veut prendre le pouvoir au nom des travailleurs de Tabakat el-Kadiha, comme on disait. Et, juste pour donner des marques, quelle est la politique emblématique de Bembella quand il était au pouvoir? Ce sont les comités de gestion, comme tu le sais. C'est la gestion ouvrière, comité de gestion ouvrière dans l'agriculture et dans l'industrie. Quelle est la marque de fabrique de Boumediene quand il a pris le pouvoir? C'est la réforme agraire. C'est pour ça que la crise de l'été 62, Bembella et Boumediene étaient d'accord sur une idée qui d'ailleurs, politiquement et historiquement, une idée fausse, casser les reins à la bourgeoisie citadine qui a collaboré avec la colonisation. Sauf la bourgeoisie d'Alger, il n'y aurait jamais eu de résistance algérienne. Sans Bachar Boutaleb, Boumediene n'aurait jamais trouvé de refuge.
sans les Benounis, sans les Ben Siam, sans les Ben Sikou, pardon, sans les Ben Sikou. On a un grand patron à Constantine, qui était patron de la plus grande usine, manufacture du tabac, le tabac Ben Sikou. Effectivement, il a collaboré avec l'administration française, il a même été une manière de sénateur français. Mais une fois la guerre engagée, il a mis à la disposition du FN son véhicule, son argent, son usine, il a recruté, il a aidé, effectivement. Comme le Bachar Aboutab, c'est un Bachara. Et d'ailleurs, il a été par la suite arrêté pendant la bataille d'Alger. Donc, au moins une partie de la bourgeoisie urbaine citadine algérienne a contribué au Front de Libération Nationale. Et la vision de Boumdine et de Bembla était une vision erronée. Ils se projetaient comme des héros populaires, reprenant maintenant le flambeau des classes des varoriers. En vérité, ce qui les intéressait, c'est exercer le pouvoir. Et l'exercer sans nuance et sans petite, c'est ce qu'ils ont fait effectivement. Moi, ma question, c'est juste, vous avez parlé de la réunion des 6, du 23 octobre 54, et par la suite, le bilan, vous avez dit que c'est un échec. Ils se réunissent le 23 octobre, oui, ils devaient se rencontrer de nouveau en janvier. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait, c'est un échec. Est-ce que, moi j'aimerais bien que vous nous parliez un peu des événements qui ont précédé, c'est-à-dire cette réunion du 23 octobre, oui, sur par exemple les 22 ou 21 dont parlait Mohamed Béchabé. Ça veut dire, lui, il dit que s'il y a eu précipitation en juillet, etc. Bon, je finis ma question. Non, mais ta question est claire, je vais te répondre tout de suite. D'accord, merci. Tu veux en savoir plus? Tu veux en savoir plus? Tu connais Fatih Babel تعرفه؟ أو عنده واحد الكتاب نتاع صاحبه مرداسي يتكلم على القضية هذه. Bon, je vais te répondre. Je vais dire, effectivement, tu as raison de poser parce que c'est une bonne question. Il faut savoir d'abord que, bon, question basique, hein, pourquoi ceux qui se retrouvent, c'est Ismaïl Déché, en juin 1954, avec Boudiaf, Bendidouche et tout, pourquoi pour l'essentiel c'est des gens de l'Est? Sur les 21 militants de l'Ouest, Ismaïl Déché était un militant MTRD, mais est-ce qu'il n'était pas à l'Ouest? Mais ceux qui allaient décider étaient des militants de l'Ouest. 16 venaient de l'Est algérien. 4 venaient de l'Algérois et 1 venait de l'Oranie. Ça ne voulait pas dire qu'il y avait moins de militants dans l'Oranie ou moins de militants dans son Alger de l'Ouest, non. Simplement Boudiaf, et la question lui a été posée en direct à la télévision algérienne le 30 octobre 1990 par Zinoul Haya qui a sorti une série que tous les Algériens devraient voir, qui est à la disposition de la télévision. La télévision algérienne l'a diffusée en 90 et plus aucun Algérien ne l'a jamais vu parce que à cette époque-là, et sous la direction de Rabih Mouadoubé, les Algériens, pour la première fois, pouvaient voir les responsables PPM, TLD et les entendre parler de leur choix et de leur position. Donc, Boudiaf, Zinoul lui pose la question, que c'est Mohamed qui fait. Tu m'as سمعت من تاع 21 ولا 22 قالوا واحد 22 باسكو اسماعيل الشيخ كان معنا قالوا 22 قالوا علاش مع كل شيء من الشرق قالوا j'ai travaillé avec ceux qui étaient en place j'ai travaillé avec ceux qui étaient en place et parmi ceux qui étaient en place il y avait Mohamed Moussati militant de l'OS de Constantine qui a été exfiltré comme tous les dirigeants de l'OS de l'Est algérien اللي بعثوا الوهران اللي بعثوا المستغانم اللي بعثوا الأصنام هو يبعثوا للصحراء وبعد ولا للغرب وبعد ولا للجزائر et Boudiaf l'appelle et lui dit voilà شوف فلان قل لهم الموعد الجهة الفلانية نهار الفلاني على الساعة الفلانية. C'est comme ça que s'est tenue la réunion des 22. Si Mohamed Moussati, je peux dire maintenant avec toute l'émotion, c'est un vieil ami à nous, c'est un vieil ami personnel, نتلاقى معاه ربي يرحمه نهضر معاه ونصارحه ويصارحني ويقول لي سيدي عجيب. C'est Mohamed Moussati qui amène encore des convocations pour la fameuse réunion des 22
ne savait pas ni quel était l'objet de la réunion, ni pourquoi il y avait ceci, pas cela. Quand il tient la réunion, Boudiaf vient avec en fait une équipe déjà constituée. Des douches, Bentoulaïd, Bitar, Benmidi autour de lui, et il anime la réunion. Les spectateurs sont là, ils ont. L'affaire qui était déjà joué le match était plié avant l'heure. Pas sur le principe du recours à l'insurrection, tout le monde était d'accord. Mais sur la façon de diriger cette nouvelle organisation, les Constantinois étaient en désaccord. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sollicitent leur patron de l'os, Abdelrahman Guéras, qui était à ce moment-là responsable de l'organisation française du parti pour la zone Rhône-Alpes, pas la Ligue en Marseille et tout. Ils écrivent à Abdelrahman. Ils lui disent, il se passe quelque chose, il faut que tu viennes. Parce que il y a toute une, comment dire, toute une culture des clandestins, chef et le chef de l'arrondissement de Constantine, c'est Abdelrahman Guéras, militant important. Et c'est Abdelrahman vient à Alger pour aller à Constantine pour répondre à l'appel de ses amis. Il dit Kassim Mohamed Boudiaf ou Algérien, Café Maracor. Boudiaf l'interpelle parce qu'il y a un peu madame. قالوا انت واش جابك هنا؟ قالوا والله ما لا بالي قالوا كتبوا لي جماعه تقسمتنا قالوا لا روح يسباس كيلك شوز قالوا اسكو النظام قال لك يجي قالوا لا قالوا جماعه تقسمتنا المناضلين تاعنا قالوا لك قال لك ما قالكش النظام تولي هز البابور اللي جابك كون بارسيليا قالوا لا قالوا نحكم القطار روح نقسمتنا. Et là, il va à Constantine et se tient une réunion qui est très peu connue mais qui est très importante, qui se tient dans le domicile de militants, par exemple Youssef Haddad Rabbi Ahmoud, qui allait être l'un des grands responsables de la Fédération de France, Saïd Slam Habbashi, Mohamed Mouchati, Saïd Bouhali, Slimane Billah, Benji Boukhtar. Il y avait pratiquement tous les anciens de l'os du département de Constantine qui étaient rassemblés dans le domicile de Youssef Haddad, en présence de Didouche Mourad. Et en l'absence de Zéro Youssef, parce que Zéro Youssef a reçu l'instruction direct de Boudiaf que nous ne savons pas. Donc là, les gens n'ont pas mis en cause en aucune manière le principe du recours à l'instruction. Ils ont mis en cause les méthodes, et d'ailleurs, si tu as lu Mohamed Mouchati, tu as dû lire ça, les méthodes de direction de Mohamed Boudiaf. Ils ont estimé que ce n'était pas démocratique. Donc, en fait, on appelle ça, on dit la crise de... En septembre 1954, il y a la première crise de ce qui allait s'appeler le FLN par la suite. En septembre 1954. Et Didouche Mourad, qu'est-ce qu'il leur a dit? قال لي يجي معنا ولا ما يجيش معنا تديه فرنسا. اللي يجي معنا ولا يجيش ملي ما يجيش معنا تديه فرنسا. Effectivement, beaucoup de responsables ont été arrêtés au lendemain du 1er novembre et le groupe dit de Constantine n'a jamais été informé de la date du lancement de l'insurrection. Voilà. Bon, et effectivement, c'est une crise politique importante. Bon, et c'est un moment majeur parce que dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a eu des tensions, il y a eu des divergences, notamment des divergences. Bon, moi j'ai rencontré, bon, Guéras, moi je suis de Constantine, comme lui, je le connais. J'ai toujours une affection, une estime très, vraiment sans limite pour ce monsieur-là, qui est une immense modestie, une immense humilité. Ngoulo si Abdelrahman, écris s'il te plaît, écris, rapporte ce que tu as vécu et tout. Il dit ça que Majid Mazal Waqt. Les mémoires de Montauban, bon, qui ne sont pas sur le marché, qui n'ont pas été édités. Et pourquoi ils ne sont pas édités? Non, il se trouve que celui qui s'est occupé des mémoires de Silarda Montauban, c'est un ami, un grand historien que vous connaissez, Dahou Djabel. C'est Dahou qui a écrit ça, Dahou Pierre Constantine, il me ramène les mémoires de Tassi Abdallah. Il me dit, Majid, tu lis, c'est le seul manuscrit, je lis les manuscrits de Saïd Abdallah et dans lesquels il dit Guéras nous dit tu vas bien faire de France à Batasserdina. Moi j'ai lu cela, je vois Saïd Abdallah. Je dis ça, Saïd Abdallah Guéras, tu as dit الاجتماع هذاك حبيتوا تخرجوا فرنسا ببلاطاسردين قال لي شكون اللي يقول هذا؟ قلت له عبد الله بالطبع. قال لي ما عرف ساعة ما يجيني العشية في الدار قلت له est-ce que tu peux enregistrer؟ قال لي bien sûr que tu peux enregistrer. Je suis parti avec deux amis, Karim Mouzilali Rabbi Rahmou, Mohamed Belhi, qui, alhamdoulilah, est toujours en vie. L'enregistrement, il fait partie de mes archives. J'ai interrogé avec Guéras, juste la conclusion pour répondre avec un autre ami, que, en gros, Guéras reprend toute cette histoire
Sa conclusion, elle peut être surprenante. Gali Al-Malik Saad Majid, Mohamed Boudiab, c'est un sous-marin décentraliste. Aussi Mohamed Bouchard Herbert, moi aussi, il dit comment Boudiab est revenu à Alger au printemps 54. Gali si Hossein Lahoul, qui est grand gourou du centre, Gali si Hossein Lahoul qui l'a fait revenir de France à Alger. Donc, tous ces éléments-là demandent encore à être travaillés, approfondis, documentés. Mais moi, je te donne, je te parle comme si on parlait en tête à tête. Je te dis, voilà les éléments dont moi je dispose. J'ai fait un papier qui est publié dans un ouvrage qui s'intitule Constantine au cœur de l'histoire et qui rapporte un peu ces éléments-là. Oui, oui, bien sûr. Non, quand le Ma'alem Chirafati, il Non, j'ai trois questions à poser. À mon avis, est-ce que le problème est la guerre d'Algérie, l'amor d'Arabban, qui a fait la charia الثورية, est-ce que le système c'est un obstacle pour le développement de l'Algérie, la liberté de l'Algérie? Il y a des gens qui disent حنا الشرعية الثورية لا فعلا حنا. Est-ce qu'il y a d'autres pays comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme le Vietnam, s'en foutent de la guerre, mais ils ont dépassé leur guerre. L'histoire, c'est une histoire grave, mais ils ont dépassé le problème. La deuxième question, le statut. Juste الشرعية الثورية دي ما كاش موجودة. ماشي ما كاش موجودة، c'est un obstacle. النظام اللي استولى عفوا الولدي، النظام اللي استولى بالقوة على السلطة هذا نظام هو اللي يدعم بالشرعية الثورية. ما كانش كان تاريخ كان مراحل كان معنا فعاليات كان شخصيات كان اللي قاموا بنصروا يمكن المقاومه المسلحه والمقاومه السياسيه والدبلوماسيه. هذه المصطلح تاع الشرعيه الثوريه جات من بعد الاستقلال في اطار معناها النظام التعسفي اللي استولى على السلطه في الجزائر. بين نكونوا واضحين في الامر هذا. تفضل. La deuxième question, ton historien, de quelle classe on peut classer les martyrs de la FFA 63? Est-ce que c'est des martyrs? Est-ce que c'est des terroristes? Comme tu vois des choses. La troisième question, c'est une question actuelle. Le film de Belmehidi, parce qu'ils sont censurés par l'État algérien. Pourquoi l'État algérien? Il est peur de la télévision, un film télévision, mais il n'est pas peur des livres comme toi, comme des autres chrétiens. Merci. Pardon, dites que le livre est en vente ici. Le livre est là, il est à votre disposition. Je termine avec ça et on va. Sur la question du FFS, je ne te répondrai pas. Juste, je te donne une indication. Parce que moi, je parle de la séquence de la guerre d'indépendance. Mais il faut que tu saches. Il faut que tu saches une chose. Quand tu as eu la crise de 63, quand l'Algérie, quand l'armée marocaine a franchi la frontière et attaqué l'Algérie, si Mohamed Haj, qui était le bras armé du FFS, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les militants, tous les soldats, tous les jeunes, tous les officiers, il est parti à la frontière défendre l'Algérie. Et c'est ça la leçon qu'on va retenir. Sur le FFS, c'est notre débat. Et il faut peut-être le faire un jour. Là, c'est pas ma spécialité. Moi, je travaille plutôt sur la séquence 54-62. Donc, bon, pour revenir sur les salariés tauriens, les Bakas Mena, ça fait partie de la logorie du régime autoritaire pour se fonder, pour se légitimer. Et il faut leur rendre hommage. Vraiment, il faut vraiment leur rendre hommage parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont accompli leur devoir. Le GPA dont je parle aujourd'hui, il a effectivement concrétisé l'objectif compte tenu de la proclamation du 1er novembre. Et c'est ça le sens de l'histoire. Le reste, que tout ça c'est des éléments du débat politique d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas passer, pas le débat d'histoire qui nous intéresse. Merci. Ouais, j'ai mis la dernière question parce qu'effectivement. Oui. Vas-y, c'est mieux, vas-y. Monsieur Marquesi, j'ai trois questions, je vais être bref. La première question, c'est à propos de Farhat Abbas. En 62, après la formation du bureau politique, le 22 juillet, il a tourné le dos au GPR. Pour quelle raison? D'accord. Là, effectivement, ça fait partie de l'histoire, la crise de l'été 1962.
quand Bembela lance en gros, c'est la machine de prise de pouvoir, parce que lui, il est à Tlemcen, et les armées de Boumediene sont en route vers Alger. Et il a obtenu le ralliement d'un certain nombre de la Bahbétat s'est rallié au bureau politique. Farhat Abbas s'est rallié aussi. Ceux qui défendent aujourd'hui la mémoire de Farhat Abbas disent que c'est un ralliement tactique pour protéger les libertés et tout. Bon, je pense que Farhat Abbas n'a pas compris pourquoi, en août 61, il a été relevé de ses fonctions de président. Il pensait avoir fait son devoir en tant que président. Il méritait de continuer à diriger le GPA. Maintenant, il faut voir, effectivement, du point de vue des faits, il a rallié le groupe de Tlemcen, comme on appelle, c'est un fait d'histoire. Maintenant, quelles sont les déterminations? Chacun peut proposer des hypothèses. Pour moi, les hypothèses, c'est qu'effectivement, il n'a pas compris comment, en août 61, et surtout plus président du GPLA. On peut s'arrêter ici, Monsieur le Président. Si vous voulez. Donc, le débat est passionnant. On a beaucoup de questions à poser. Malheureusement, nous le ferons avec beaucoup de plaisir. Mais bon, le temps ne nous permet pas. Donc, on se donne rendez-vous le samedi. D'abord, il y a vente de dédicaces.